Europe 1. C'est l'heure de l'entretien. Sonia Mabrouk, vous recevez l'écrivain Omar Youssef Souleymane. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Omar Youssef Souleymane. Bonjour. Merci d'être avec nous à travers votre regard et votre récit ce matin. C'est une autre manière d'évoquer la présidentielle, ce qui se passe en France. Cela fait 10 ans que vous êtes ici. Vous êtes arrivé en tant que réfugié politique syrien et après un parcours du combattant pour obtenir votre nationalité, c'est la première fois que vous votez. Alors, question simple, comment vous vivez, Omar Youssef Souleymane, ce geste civique de voter en France? C'était bouleversant et incroyable. J'ai fait la fête le soir de premier tour. Vous pouvez imaginer, pour quelqu'un qui vient d'un pays dirigé par un régime dictatorial, c'est la première fois de ma vie où je sentais que j'existais par une manière ou une autre. Je participais à l'avenir de la France. Je choisirais mon propre président en temps français. Donc c'était un sentiment comme si je refais ma naissance à nouveau. Donc le soir, c'était champagne, quoi, vous voyez. Et parce que ce qui était aussi paradoxal, vous savez, en Syrie, on a perdu des centaines de milliers de personnes pour arriver à ce moment, pour voter, pour choisir son président, pour vivre la démocratie. Et une fois qu'on le vit à l'étranger, donc c'est un sentiment tellement bouleversant. De renaissance, et ce qui nous préoccupe, à l'inverse en France, Omar Youssef Souleymane, c'est un taux d'abstention qui est pour partie le reflet d'une désaffection pour la politique, pour l'affiche présidentielle qui se répète. Comment vous percevez ce désintérêt, ce désenchantement qui est le nôtre et qui se transforme aussi en rejet? Honnêtement, je ne comprends pas pour quelle raison on a ce que l'on appelle la démocratie, on n'en profite pas. On pourrait être pas content de résultats. On pourrait manifester contre, vivre encore une fois cette situation entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais à mon avis, manifester en disant ni Macron ni Le Pen, ça je ne comprends pas. Comment on pourrait être contre la démocratie, contre le résultat, et pour défendre la démocratie. Ce que, par exemple, les étudiants de Sciences Po de Paris ont fait il y a 2 semaines, disons casser et brûler pour dire ni Macron ni Le Pen, c'est absurde. On ne peut pas être ni Macron ni Le Pen. Il faut vraiment choisir et il faut profiter de cette démocratie, c'est-à-dire faire des associations, on a encore la possibilité de le faire, manifester pacifiquement, on a encore cette possibilité. Donc je crois, d'ailleurs, voter ou avoir la liberté d'expression, c'est aussi une chance, un sort de privilège qu'on ne vit pas ailleurs dans les pays arabes, par exemple. Oui. Justement, et je suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent que la France est un pays de dictature, ce qu'on entendait ces dernières années par rapport à pas mal des manifestants, malheureusement. Une fois qu'ils savaient que je venais de la Syrie, ils disaient que nous aussi on vit en dictature, mais une dictature masquée. Emmanuel Macron, c'est comme Bachar al-Assad, mais ça, ce qu'on appelle la dictature. Alors, ces derniers temps, il l'appelle la dictature sanitaire. Auparavant, c'était la dictature économique, impérialiste, capitaliste. Je crois que ça vous choque profondément d'entendre cela? Ça me choque énormément. Et c'est inacceptable de mettre dans le même sac les régimes démocrates et les régimes dictatoriaux, surtout par rapport à ces jeunes, parce que d'abord, ça permet d'avoir une sorte de légitimité pour Bachar al-Assad qui a tué plus que 500 000 personnes de son peuple. On a aujourd'hui plus que 7 millions qui sont devenus des réfugiés, et avec Emmanuel Macron ou quoi que ce soit qui n'a rien à voir, bien sûr. Bien sûr, et venant de vous, ce matin, ce que vous dites, Omar Youssef Souleymane, évidemment, ça prend une dimension tout autre, connaissant votre parcours. Plus largement, vous avez souvent dialogué aussi dans des lycées avec une jeunesse immigrée qui votera dans quelques années et qui, dites-vous, veut retourner parfois dans son pays d'origine. Ils ont le mal du pays, d'un pays qu'ils ne connaissent pas et que souvent leurs parents ont fui. Alors vous qui avez fait le chemin inverse, avec une véritable relation d'amour entre vous et la France, et donc votre pays d'accueil, ça vous trouble ce qui est en train de se passer, ce que vous voyez? Bien sûr, vous savez, le plus choquant pour moi, c'est que, d'ailleurs, la majorité de ceux qui ont fait des attentats en France ces dernières années n'étaient pas des migrants. Ce sont des jeunes qui sont nés ici, étaient éduqués dans nos écoles, ont grandi dans nos propres quartiers. C'est-à-dire, le problème aujourd'hui, c'est en France. Ne viennent pas
ne vient pas d'ailleurs. Par rapport à ces jeunes, quand je les pose cette question, s'il y a un problème ici, par exemple en France, vous allez où? On va dans notre propre pays. C'est quoi votre pays? L'Algérie, le Maroc, le Mali, etc. Est-ce que vous parlez, par exemple, pour ceux qui disent que moi je suis algérien, je ne suis pas français. Est-ce que vous êtes déjà allé en Algérie? Non. Vous parlez arabe? Non. Vous connaissez ce pays? Pas du tout. Même ils sont bel ou bien venus là-bas parce qu'ils sont considérés comme des fils de riches. Donc, et ils sont nés ici, ils ont leur vie ici, ils sont chez eux. Alors là, je me posais la question, pourquoi ils ne se sentent pas chez eux? Alors, il y a plein de raisons. D'ailleurs, cette ambiance de radicalisation dans ces établissements scolaires, c'est tellement choquant. C'est-à-dire, dans certains établissements, crier Allah Akbar dans l'école, au collège, le voile qui est malheureusement très courant, pas à l'intérieur, en sortant à l'intérieur, en entrant à cet établissement scolaire. La séparation avec la République aussi. Alors, par rapport à ces jeunes qui vont dans le sens inverse, nous, on a fui de cet enfer des islamistes, de la radicalisation en Syrie. Et ce qui m'a choqué, de trouver des milliers de Français, de Françaises, même certains d'eux, des mineurs, qui vont pour faire le djihad en Syrie ou en Irak, parce qu'ils ont un problème avec leur propre pays qui s'appelle la France, avec leur propre identité. Mais aujourd'hui, ces dernières années, je trouve que les islamistes en France, ils ont changé de plan. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de faire des attentats ailleurs, on n'a plus besoin d'être engagé dans ce que l'on appelle l'État islamique parce qu'il n'existe plus, Daesh, et heureusement. On a le droit, ou on a le plan de le faire ici en France, sur notre propre territoire, en identifiant les musulmans sur une identité qui s'appelle l'islam. C'est-à-dire les musulmans, pour les frères musulmans, sont plus des gens individus. Il faut les réunir dans une communauté qui s'appelle l'islam pour les utiliser sur un plan politique pour les votes et en collaboration avec certains politiciens. Vous voulez dire que la conquête territoriale qui s'est faite ailleurs en Irak et en Syrie se transforme en conquête identitaire, culturelle ici en France? Bien sûr. C'est effrayant ce que vous dites. C'est effrayant, nouveau, et ce que malheureusement j'ai vu, surtout dans la banlieue parisienne quand j'habitais, dans certaines villes, parce que vous savez, quand certains imams, ou certains, disons, radicaux, me parlaient comme un arabe, on me parlait même en arabe, migrant, syrien, et ils me balançaient ce qu'ils ne balancent pas au public. C'est-à-dire, ils ont un discours au public et ils infiltrent des mots à travers leur discours qui évoquent ce qu'ils ont envie vraiment de dire. Alors, j'ai plein d'exemplaires là, on n'a malheureusement pas le temps d'évoquer tout, mais j'ai essayé d'évoquer dans mon roman, Une chambre en exil, parce que je trouve que c'est vraiment dangereux et c'est horrible pour l'avenir de ce pays. J'y viens, Omar Youssef Soleiman, dans ce formidable vraiment roman Une chambre en exil, l'histoire d'un jeune réfugié syrien qui rêve de commencer une nouvelle vie en France et qui, installé à Bobigny, va vivre une toute autre réalité en croisant une jeune femme voilée, emplie de radicalité. Il croise des dealers, des éternels exilés également. Bref, une France très loin d'un pays fantasmé et qui lui rappellerait presque son pays d'origine qu'il a fui. Justement, d'abord, pourquoi Une chambre en exil? Parce que je trouve, par une manière ou une autre, une fois qu'on est exilé, on est condamné à l'exil. Parce que même quand on rentre un jour, des années après le départ depuis son propre territoire, le pays d'origine a beaucoup changé et nous aussi, on a beaucoup changé. Donc, on restera comme des exilés. Donc exilés de partout, du pays d'origine et du pays d'accueil. Condamnés à l'exil, c'est-à-dire notre propre communauté, c'est l'exil. Notre seule communauté, c'est l'exil. C'est ma situation actuelle. Et disons, dans cette ville, c'est l'histoire d'un réfugié d'origine syrienne qui arrive. Tout ce qu'il souhaite, c'est d'oublier la guerre, d'oublier la violence et recommencer une nouvelle vie, trouver un travail comme un enseignant de la langue arabe, ce que c'était mon cas à l'époque. Trouver l'amour de sa vie. Mais il tombe sur un autre côté de la ville, c'est Bobigny, qui lui fait penser tout le temps à ce qu'il a fui, c'est-à-dire la radicalisation, les imams. Il voit une fille de presque 9 ans qui est voilée, mais même en Syrie, on voit pas ça, sauf dans certains villages fanatiques. Donc c'était tellement choquant et il a besoin de temps
pour comprendre cette situation en France. C'est-à-dire, il attendait de venir ou d'arriver à une France qui était dans son esprit celle de Paul Éluard, celle de la lumière, celle des philosophes, celle de la liberté d'expression. Et là, il tombe dans une France imprévue. Et c'était tellement paradoxal. Il va par exemple aussi à la préfecture, là il est choqué par l'administration de Kafka. Il va au PMU où il y a des mecs machos qui passent leur temps à boire des bières et jouer des lotos, où qu'une femme arrive ou a le droit d'entrer dans ce PMU. Et en suivant, parce qu'il avait un coup de foudre avec sa voisine Violette, en la suivant, c'est une femme brillante, libre, volontaire. Elle trouve qu'elle fréquente une salle d'un imam radical de la ville. Et là, elle se demande pourquoi une femme comme elle va dans tel endroit. Alors, elle commence à discuter beaucoup avec l'imam et c'est comme ça qu'elle dévoile le plan politique islamique de cet imam dans la ville. Et il trouve que cette voisine, les politiciens, elle travaille dans la mairie de la ville. Et ce jeune réfugié, il sera tout le temps culpabilisé, ramené à son origine, parce que même une certaine gauche, la gauche que vous appelez halal, va lui dire surtout, il ne faut pas parler parce que vous allez être récupéré par l'extrême droite. Donc finalement, de part et d'autre, il est renvoyé à chaque fois à son origine. Impossible d'échapper à ce piège identitaire. Vous savez, aujourd'hui, je suis accusé par cette gauche que je l'appelle la gauche halal d'être un traître ou d'être récupéré par l'extrême droite, accusé par l'extrême droite d'être, c'est le migrant qui doit rentrer chez soi. Qu'est-ce que tu fais ici? Rentre chez toi. Ça, c'est la phrase la plus courante. On est accusé par plusieurs fronts, disons. Mais par rapport, en fait, la seule raison pour laquelle on parle de ce sujet, tout simplement, c'est qu'on a déjà souffert des islamistes. Ils ont détruit notre pays, ils ont détruit notre enfance. Moi, même par rapport à ma famille, j'étais abandonné à cause de ce sujet. Et donc, si j'étais en France ou si j'étais ailleurs, je parlerais par la même manière. C'est-à-dire, c'est pas le contexte français qui me contrôle et qui me dirige. Et on espère que vous allez continuer à parler, parce que si vous arrivez dans le pays des Lumières, de la démocratie, c'est pas pour vous taire, au contraire, et être assigné à résidence identitaire. Omar Youssef Souleymane, vous êtes arrivé en France, je le disais en début d'entretien, voilà 10 ans, vous êtes devenu français l'année dernière. Qu'est-ce qu'être français pour vous? Avant tout, c'est d'être intégré dans la langue française. Pour moi, comme j'écris en français aujourd'hui, et aussi, fait partie de cette république aujourd'hui, et par une manière peut-être politique, mais avant tout aussi c'est culturel. Et l'écriture pour moi c'est un sort de pays, un sort d'identité depuis des années. Et je peux dire que je suis intégré aux réfugiés dans la langue française, et c'est comme ça que je trouve ma propre identité. Vous étiez français bien avant d'avoir les papiers, évidemment. J'étais un Français sans papier, aujourd'hui je suis un Français avec papier. Vous étiez français dans votre tête bien avant. On ne peut pas évidemment avec vous ne pas parler de ce qui se passe en Ukraine, sur le sol européen. Vous avez vécu parler des bombardements, de la guerre en Syrie. Quand vous voyez des images aussi proches de nous, presque qu'elles vous suivent, vous qui êtes arrivé sur le sol européen, comment vous réagissez à ce flux, à ce flot d'exilés et puis évidemment de blessés et de morts dans cette guerre? Entre Ukrainiens et Syriens, on a 2 points partagés très très forts. Le premier, c'est l'exil. On a presque 4 millions, si je ne me trompe pas, Ukrainiens qui sont exilés aujourd'hui dans le monde entier depuis le début de la guerre. Au niveau de la Syrie, on a plus que 7 millions. Et donc, je pense qu'on peut sentir cette douleur qui s'appelle l'exil vis-à-vis des autres, si on l'a déjà vécu. Vous voyez. Et ce que je trouve inacceptable quand on fait des privilèges entre exilés syriens et ukrainiens la différence en Europe. Qui a été la différence, faite, parce que, comme certains disent, que les Ukrainiens, ils sont comme nous. Une immigration européenne, blanche, chrétienne. Ouais, c'est-à-dire, on a des privilèges, des hiérarchies de douleur. Oui, à quel point malheureusement, on a abandonné nos principes en Europe à ce point-là. Deuxième point qu'on partage, c'est l'ennemi, parce qu'on a les Russes qui ont sauvé le dictateur syrien. Et en conséquence, disons, on a la même affaire. Au début de la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de Syriens qui avaient tellement envie d'y aller. Certains sont y allés. On a un homme d'affaires syrien qui vit en Ukraine, il a très bien réussi. Il est un businessman. Il a mis tout son argent en engagement à cette guerre parce qu'il a dit,
Je ne veux pas que les Russes qui ont bombardé ma ville natale, Alep, rebombardent ma ville actuelle. Parce que les Russes, aujourd'hui, ils menacent notre démocratie. C'est ça ce je crois qu'on doit comprendre. La guerre en Ukraine, ce n'est pas seulement contre l'Ukraine, mais contre l'Europe et notre propre démocratie. Merci Omar Youssef Soleiman, une chambre en exil chez Flammarion. Merci d'avoir répondu à nos questions, de nous remettre un petit peu les pendules à l'heure. Cher Pierre, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est bouleversant et c'est à la fois très triste et très courageux, je pense, d'écrire un livre pareil. Et avec beaucoup d'espoir aussi à lire ce roman. Merci encore Omar Youssef Soleiman. Bonne fête de Pâques à nos auditeurs et bon lundi de Pâques à tous.